Mes parents m'ont dit que j'étais un enfant très turbulent. Je me battais tout le temps. Après, j'ai pas trop de souvenirs. J'en ai un peu, mais pas trop. Mais je me battais tout le temps. Tout le temps, j'avais des problèmes avec les autres parents parce que je tapais leurs enfants ou quoi. Trying to get it, running up all these digits, and I've been in the gym, I've been up doing minutes, I just put in that work, told them it's strictly business, and I see through the face, they all just burning bridges, feel like John Morant, need a triple-double, told them check the stats, yeah I got a couple, I don't try to ball. Tu peux te présenter parce que tu es connu de noyau dur, des vrais amateurs de MMA, on va dire, tu es déjà connu. Mais là, tu t'apprêtes à te présenter à un plus grand public, parce que tu viens de signer à l'UFC. C'est ça. Donc, présente-toi comme tu veux, en fait. Ok. Eh ben, moi, c'est Yanis Guémouri, donc combattant professionnel de MMA avec un palmarès de 12 victoires pour une défaite. J'habite à Lyon, je m'entraîne à Lyon, ma famille est à Lyon, mes amis sont à Lyon. Et voilà, donc j'ai signé récemment, là, il y a quelques jours, pendant la Fight Week de l'UFC London, à l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, donc la plus grosse organisation mondiale de MMA. Et voilà, rendez-vous, si tout va bien, à Paris, chez moi, le 2 septembre, à la Corotel Arena. Bah, c'est parfait, là, tu as fini, tu as tout dit. Et alors, tu es un ami, est-ce que tu es un ami proche de Fares Ziam qui vient de combattre hier soir? C'est même plus qu'un ami, c'est un frère. On a dépassé ce stade d'amis. Donc, il a combattu hier, je suis très fier de lui. Il a gagné et j'espère qu'il pourra être présent sur la carte de Paris parce que c'est un rêve de gosse pour nous deux en fait. Quand on a commencé le MMA, on n'avait aucun combat en MMA, ni en amateur ni en pro. Et aujourd'hui, il est à l'UFC, il a 6 combats à l'UFC. Et moi, si tout va bien, je commence mon premier combat à Paris et j'espère qu'on pourra le faire ensemble. Il vient de me dire que ta meilleure... non, ta pire... C'était quoi? C'était ta pire qualité? Non, ou ton meilleur défaut? C'était que vous aviez du mal à parir tous les deux, que c'était souvent la marade. Ouais, c'est en fait, déjà, on aime bien rigoler. Mais c'est vrai qu'après, on ne se force pas à essayer de se décontracter pendant les Fight Week ou quoi. C'est naturel, ça veut dire qu'on rigole beaucoup, on fait les cons. Et je trouve que c'est ce qui fait notre force. Parce que par contre, quand il s'agit de s'entraîner et de combattre, bah là, ça y est, on est sérieux et on donne tout. Et je pense que c'est ce qui nous aide à performer, je pense. À performer donc dans le combat? Exactement. En France, alors c'est spécial déjà, sport de combat. C'est pas un sport comme les autres, mais en France encore plus. Comment on rentre dedans en France, sachant que tout est fait pour que personne... Enfin, la société française aujourd'hui, elle est un peu faite pour t'éloigner du combat. Tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, je t'aurais dit ouais, c'est vrai que la société fait en sorte que ça reste un sport violent, faut pas le pratiquer, etc., etc. Mais vu que le MMA a été légalisé, donc on a franchi un cap quand même. Comme on a pu le voir, il y a beaucoup de salles qui ont ouvert en plus, il y a beaucoup de licenciés et il y a beaucoup d'événements maintenant en France. Il y a beaucoup d'organisations qui ont émergé, donc je trouve qu'on est sur la bonne voie. L'UFC sont déjà venus à Paris l'an dernier, ils reviennent cette année. Ils aiment le public français, ça s'est très bien passé l'année dernière avec que des victoires, avec une ambiance de fou. Donc je pense qu'au contraire, là, la tournure, elle va changer pour l'œil qu'on a du MMA français. Comment c'est arrivé, ces histoires de cage, de baston? Voilà, on peut appeler ça différemment, mais ça reste la bagarre. Comment c'est rentré dans ta vie? Déjà, mes parents m'ont dit que j'étais un enfant très turbulent. Je me battais tout le temps. Après, j'ai pas trop de souvenirs. J'en ai un peu, mais pas trop. Mais je me battais tout le temps. Tout le temps, j'avais des problèmes avec les autres parents parce que je tapais leurs enfants ou quoi. Et du coup, après, j'ai accroché avec les films d'arts martiaux, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. Et du coup, j'ai toujours aimé me battre en fait. Et après, j'ai commencé par le kung-fu parce que j'aimais trop Bruce Lee. Et après, j'ai pas trop aimé en fait. C'était plus des katas, etc.
entre guillemets, pour ceux qui savent pas ce que c'est des chorégraphies d'enchaînement. Donc j'ai pas trop aimé. Ouais, t'as pas été introduit à la bonne version du Kung Fu. Tu as eu le côté Tao, pas Sanda en fait. Exactement, c'est ça, les Tao. J'ai pas eu, ouais, voilà, j'ai pas aimé. J'en ai fait peut-être 3 mois, après j'ai arrêté. Et après, bah, je me suis lancé dans la boxe thaï. Et là, par contre, alors on était dans le vif du sujet avec des gants, des coups de coude, des genoux, un ring. Là, on était dans le vif du sujet. Et c'était à quel âge ça? Et comment c'est arrivé justement concrètement? Bah, le Kung Fu, c'était avec un pote du collège. On s'est dit, on va essayer parce qu'on aimait bien les films d'arts martiaux et tout. Et donc, je devais avoir 15-16 ans. Et après, entre 16 et 17 ans, c'est là que je me suis inscrit à la Team Esbiri à Villeurbanne. Donc, l'entraîneur qui est Foued Esbiri. Et j'ai commencé voilà, par la boxe thaïlandaise avec lui. Tes premiers souvenirs, c'était quoi? Bah, les premiers entraînements, après la première année. Alors, ouais, parce que tu étais bagarreur. Donc, peut-être en a qui commencent petit à petit. Ça n'empêche pas en fait d'aller haut. Hein. Tu peux commencer très light. Il y a des gens qui se seraient jamais imaginés combattants, qui avaient peur des coups. Toi, tu n'avais pas peur des coups. C'était pas ton cas. Si, on a toujours l'appréhension des coups, surtout quand on tombe sur des boxeurs qui en font depuis 5-6 ans. Toi, ça fait même pas 2 mois que tu es là, tu ramasses. Mais après, moi, la première année que j'en ai fait, j'en faisais vraiment loisir, c'est-à-dire que j'avais pas du tout d'optique de combattre un jour, de monter sur le ring, de faire plus tard du MMA. Je voulais juste m'entraîner, faire des sparring et prendre du plaisir. Mais de fil en aiguille, j'ai eu un déclic un jour où je me suis senti bien. Et franchement, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, je me rappelle, j'étais en vacances chez moi en Algérie et je me suis dit, mais en vrai, pourquoi pas à la rentrée, essayer de faire quelque chose. Et quand je suis rentré, je me suis entraîné sérieusement. Au bout de 2 mois, je me suis entraîné avec les pros, ceux qui faisaient des combats. Et après, ça y est, j'ai commencé à combattre et ça s'est fait comme ça. Tu as mis le doigt dans l'engrenage et t'es plus sorti. Exactement. Ouais. Et maintenant, je suis encore dedans. Et est-ce que l'UFC, c'est le meilleur endroit quand tu veux être combattant professionnel? En MMA? Tout compris. Je dirais oui. Après, il y a beaucoup de paramètres. Si on veut parler en termes de chiffres et tout, oui. Après, il y a aussi la boxe anglaise, où c'est encore un cran au-dessus. Mais après, je trouve que ouais, vraiment, pour ce qui est les arts martiaux en général, c'est le Graal, c'est le summum du summum. Un cran au-dessus, tu dirais la boxe anglaise? D'un point de vue financier au très très haut niveau, oui. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Hein. Mais après, quand même, l'UFC, ça reste quand même très, 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 très médiatisé aujourd'hui. Tout le monde connaît l'UFC maintenant aujourd'hui. On parle de MMA, on pense à l'UFC, on pense à Khabib, à Conor. C'est surtout ce combat-là que les gens ils me font référence quand j'en parle avec eux. Donc voilà, l'UFC, ça reste très, 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 très bien. Alors, tu me disais tout à l'heure, vous commenciez à en parler, enfin vous en parliez depuis quelques mois, ça se précisait, la signature. Et comment on t'a annoncé ça? Dans quel état t'étais? Tu vois, qu'est-ce que tu as fait juste après? Alors, mercredi soir, je vois une story Instagram de mon manager, Guillaume Pelletier, et je vois une story, il a écrit +1. Et je sais que quand il dit ça, il ne va pas dire +1 pour un combattant qu'il a signé dans une petite organisation du coin, tu vois. Et là, je me dis, ah, c'est bizarre. Parce qu'en fait, pourquoi je dis que c'est bizarre? Parce qu'une demi-heure avant, il m'envoie un message sur Instagram, sur WhatsApp, et il m'écrit ça va le sang? Je me dis, c'est bizarre qu'il me demande comment je. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais en gros, j'ai fait le lien entre. Parce qu'il n'aurait pas eu sa story Instagram, ça m'aurait paru normal qu'il m'envoie un message sur WhatsApp. Mais dès que j'ai vu la story Instagram, en fait, j'ai commencé à psychoter dans ma tête. Il me dit, ça va? Après, il a commencé à me parler de mon poids et tout. Je dis, ouais, bah écoute, je suis à tel poids. Voilà, je suis prêt et tout, petit à petit et tout, je vais perdre mon poids. Alors, tu es à quel poids justement? C'est intéressant. J'ai à peu près 12 kilos en plus du poids que je dois faire pour Paris. D'accord. Tu es un gros cutter, c'est-à-dire tu combats, précise pour les gens, ouais, tu combats en combien je combats la catégorie bantamweight, donc c'est poids coq, 61,7 le poids toléré, avec la tolérance. Et là, je suis actuellement 72, 73. Donc ça va, ça fait quand même une bonne perte de poids.
Et du coup, bah, après Guillaume, il me dit alors comment ça va, le poids, parce qu'en fait de base je devais combattre au Brave à Nantes parce que j'étais sous contrat avec le Brave qui est le 7 septembre et l'UFC Paris c'est le 2. Et il me dit comment ça va et tout, bah, je dis bah écoute ça va, machin et tout, enfin bref on discute par message et après d'un coup il me dit est-ce que je peux t'appeler en vidéo? J'ai même pas vu son message justement, il m'a appelé parce que j'étais occupé, il m'a appelé directement 10 minutes après. Et c'est là qu'il m'a dit comment ça va, patati, patata. Il me dit j'ai un petit problème et tout pour ton combat et tout. Je dis oulala, qu'est-ce qui se passe? Je dis soit il va me parler de l'adversaire, soit du poids, enfin je sais pas. Et il me dit bah écoute, c'est par rapport à ton adversaire, j'ai un problème. Je dis bah dis-moi, mon Mickey du coup, moi je pensais que c'était un changement d'adversaire, tu vois. Je dis bah dis-moi, tu vois. Il me dit non mais en fait c'est pour le poids. Je dis bah il y a quoi le poids? On le fait à 66 parce que du coup je me dis est-ce qu'on change de catégorie? Il me dit non, en fait, tu vas le faire à 61, mais tu vas devoir le faire 5 jours plus tôt. Moi, dans ma tête, j'ai compris direct. Je savais que c'était l'UFC, j'ai compris que c'était le 2 septembre. Ça fait, j'étais content. Je dis non, t'es sérieux et tout. Et il me dit et si. Et, bah, il était fier de lui, il était fier de moi, parce que c'est un travail depuis des. Là, je te dis, ça faisait des mois qu'on en parlait de l'UFC en 2023. C'était notre objectif qu'on s'était fixé fin 2022. Mais après, c'est du long terme, c'est-à-dire ça fait des années qu'on travaille sur ça, que notre objectif, c'est de combattre et finir à l'UFC. Et du coup, j'étais grave content. Après, je l'ai annoncé, bah, j'avais 2 collègues à moi dans ma chambre, ils l'ont entendu, l'appel. Après, je l'ai annoncé à Fares, qui n'était pas avec moi, à Fateh aussi, mon coach de grappling. Et ils étaient super heureux. Et en fait, là, du coup, pour le combat de Fares, on était encore plus motivés, tu vois, pour son combat d'hier qu'il a gagné. D'accord. Alors, raconte-nous ce combat, justement. Toi, tu suis souvent ou tu suis toujours Fares, tu es toujours dans son coin. Donc déjà, tu es initié, on va dire, à la mécanique de l'UFC. C'est ça, en fait. On va dire, il m'a mis dedans. Il m'accompagne comme je l'accompagne. Et du coup, bah voilà, je l'accompagne et ça se passe très très bien parce qu'on a cet avantage de se connaître. On s'entraîne ensemble, on ne fait pas que ça, on sort ensemble, on va manger, on sort, voilà, on fait des sorties et tout, tu vois. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on est proches. Et le fait d'avoir su ça et tout, ben, ça y est, il m'a dit quoi? Il m'a dit là, maintenant ça va être à moi de t'accompagner sans combattre à l'UFC, tu vois. Et c'est vrai qu'il ne l'a jamais fait en vrai ça. Donc ça va être une première même pour lui de ce côté-là. Donc on est super content. Et ce combat-là justement à l'UFC Londres, lui me disait c'était la première fois qu'il venait en Angleterre, à Londres. Toi, enfin, comment ça s'est passé pour toi ce combat justement, sachant que toi, tu avais t'as l'autre combat là en septembre, tu avais lui, c'est comme une double pression en fait. Est-ce que c'est une double pression qui te donne encore plus envie, enfin, comment tu as vécu ça? Je vais être honnête avec toi, j'ai pas de pression par rapport à Paris parce qu'on était d'abord focus sur son combat. Bon, on en a parlé, ce qui est normal, ou on en parle un peu tous les jours, mais on n'était pas là vraiment perturbé par cette nouvelle au point de nous faire oublier le combat qu'il a eu hier. Non, au contraire, et même moi, la première chose que je lui dis écoute, Paris, tu verras, si tu dois y combattre, tu y combattras, si tu ne dois pas y combattre, tu ne combattras pas. Mais l'essentiel, c'est de gagner demain, c'est de gagner samedi, chose qu'il a faite. Donc maintenant, c'est étape par étape, il faut voir les choses comme elles viennent. Maintenant, on peut se focus par contre tous les deux sur Paris, et là, on va mettre les bouchées doubles. Ce combat, tu peux nous en parler justement, cet adversaire. Qu'est-ce que ce combat représente? Est-ce que tu as déjà combattu comme ça, tu avais fait des combats en France déjà? Ça fait longtemps que tu combats là au Brève. Qu'est-ce que ça représente de combattre comme ça à Paris? Enfin, UFC, Paris, tout est réuni en fait. En fait, c'est ça, tout est réuni. Donc, on sera dans des conditions vraiment optimales pour performer. Comme je te disais, on n'aura pas d'avion à prendre, des escales, peut-être tout ce côté fatigant, tu vois. On met un jour pour arriver à la destination. Donc là, de ce côté, on est bien, il y aura nos familles, il y aura nos amis, il y aura nos proches, il y aura nos potes. En fait, on sera vraiment dans une ambiance, en fait, on est à la maison, donc ça enlève une certaine pression. En tout cas, moi, de mon côté, ça m'enlève une pression d'être à la maison. Et moi, je suis heureux parce que ce dernier combat en France, c'était il y a 3 ans, en 2020. Donc là, c'est la première fois depuis 3 ans que je vais combattre en France et à l'UFC, donc quoi de mieux? Et c'était en France il y a 3 ans, c'était avant la légalisation, donc c'était en Pancras, c'est ça? C'était même juste avant le Covid. Ouais, c'était en janvier 2020. D'accord. Et je crois que c'est en février-mars qu'on a commencé
à être confiné. Et c'est un souvenir bizarre de l'histoire qui restera, cette histoire Ouais. de, Le Covid, ouais. de lockdown. Ça et nous a tout. fait mal. Ouais. Ouais. C'était fait pour, je crois. Et le combat, toi, ça te définit. Tu me disais que tu étais bagarreur quand tu étais enfant. Enfin, à quoi tu te destinais, tu vois, plus jeune, justement? Comment tu voyais ta vie? Bah, franchement, quand j'ai commencé à faire du foot, avant les sports de combat, je voulais être footballeur. Un peu comme tout le monde, j'ai envie de te dire. On a tous un peu essayé à peu près le foot, hein, parce que c'est le foot, c'est le sport national numéro 1. Mais non, je me voyais pas, tu vois, être combattant ou quoi que ce soit, tu vois. Ça s'est fait au fil du temps. Je me suis retrouvé là-dedans, je me suis entraîné, j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à combattre, j'ai continué à gagner. Donc maintenant, je suis dedans et il faut que je continue à progresser dans ce domaine. Et comment ça se passe donc l'entraînement de ton quotidien, toi? C'est quoi? T'es un ascète de l'entraînement, t'es un moine guerrier. Comment t'as été très sérieux? Tu disais justement, vous décompressiez, mais parce que derrière tout ça, il y a l'entraînement, il y a le. Donc, comme je te disais, quand il faut s'entraîner, on s'entraîne. Par contre, on se déchire à l'entraînement. Mais voilà, hors entraînement, je veux dire, pardon, on est vraiment relax, on discute, on va manger. Franchement, on est vraiment tranquille. Mais par contre, ouais, quand il s'agit de s'entraîner, on ne fait pas semblant parce qu'on ne peut pas tricher à ce niveau-là. Donc, si on triche, ça se reverra, ça se reflètera dans la cage. Donc, il ne faut pas tricher à l'entraînement. Et comme il dit Faisal Omrani, tu combats comme tu t'entraînes. Donc, il faut être performant à l'entraînement et intelligent parce qu'il y en a qui s'entraînent dur mais pas intelligemment. Mais si tu arrives à combiner l'intelligence plus la performance et la difficulté à l'entraînement, tu performes dans la cage. Qu'est-ce qui définit ton style, tu dirais, toi? Striker, comme je te disais, j'ai commencé par la boxe thaïlandaise, donc avec Fouad Esbiri, donc c'est le strike. Je préfère d'abord rester debout, boxer, après si on doit lutter, faire du grappling, je suis à l'aise aussi, il n'y a pas de problème. On fait du MMA. Hein. Ouais. Le combat, enfin ton premier combat, t'en as un souvenir clair ou pas? Ton premier combat pro. En quoi MMA ou en... Parce que j'ai combattu en pied-point. Ah, t'as combattu en pied-point en pro aussi? Non, pas en pro, en semi-pro. Ouais. Mais mon premier combat, par contre, ouais, c'était un amateur et tout. Ouais, c'était une pression de fou. Franchement, j'avais un stress. Au bout d'un round, je crois que j'avais plus de cardio. J'avais quand même gagné le combat par arrêt de l'arbitre au troisième round. Mais voilà, je me rappelle, j'étais mort à la fin du premier round. Avec la pression, le stress et tout. En plus, on tape fort, on gère pas les coups. Donc ouais, c'était mon premier combat. Ouais, par contre, il a été dur dans tous les aspects. Ouais. Et dès le deuxième, ça commence à aller mieux? Ou ça a pris un peu de temps quand même? Franchement, ça commence, ouais, ça va de mieux en mieux. Mais même quand c'est pareil pour le MMA. Même quand on combat en MMA, on est bien. Mais chaque combat, on a quand même un stress parce qu'il faut performer. Après, c'est un bon stress. Hein. C'est pas un stress qui va nous crisper ou quoi. C'est un bon stress. On veut gagner, on veut pas décevoir. On sait que c'est important de gagner pour tous les aspects, pour l'aspect carrière, l'aspect financier, pour tout. Donc, on sait que on a envie de gagner. On a envie de bien faire les choses. Depuis la signature de l'UFC, là, comment ça réagit autour de toi? Est-ce que voilà, tes proches et tout, parce que comment ça se passait quand tu as commencé justement ta carrière professionnelle? Et est-ce que tu étais soutenu, encouragé par tes proches, ta famille? Ouais, c'est ça. Bon, à part la maman qui veut pas trop, elle aime pas voir ça, ce qui est normal. Elle aime pas trop que son fils il se fasse mal ou il fasse mal. Donc non, après j'ai quand même du soutien. Ils m'aident même pour les pertes de poids et tout. Donc non, de ce côté-là, mes proches ils sont avec moi. Mais après, voilà, moi je fais ça parce que j'aime faire ça déjà. Après, j'ai eu beaucoup de blessures depuis que je pratique ce sport qui m'ont éloigné des tatamis pendant plus d'un an, des fois pendant 1 an et demi. J'ai perdu au moins, tu vois, comme je disais la dernière fois, j'ai facilement perdu, on va dire avec les blessures. Hein. C'est pas perdu dans le sens, voilà. Mais ça m'a écarté en tout des tatamis pendant 3 ans. J'ai au moins 3 années qui sont passées à rien faire, à être blessé. Donc c'est pour ça le temps il passe vite. Et là j'ai 28 ans, j'ai signé, donc c'est très très bien. Ça reste un très très bon âge pour signer à l'UFC. C'était quoi ces blessures et comment c'est arrivé? Alors la première grosse blessure, ligament croisé antérieur du genou gauche, qu'on a à peu près tous fait. En 2015, donc j'ai recombattu que
J'ai mi-2015, j'ai recombattu fin 2016. Donc ouais, c'est ça, 1 an et demi après. Et après, là, c'était une pubalgie, parce que je compte pas les petites entorses et tout. J'ai même fait une opération du coude qui m'a éloigné 3 mois, à peu près 3-4 mois, des tatamis. Après, j'ai eu la pubalgie. Donc c'est une blessure à l'adducteur, c'est une inflammation au niveau de l'adducteur qui m'a éloigné pareil pendant 1 an et demi. J'avais combattu en juin 2021, j'ai recombattu qu'en décembre 2022. Donc pareil, j'ai reperdu 1 an et demi à cause des blessures. Donc voilà, c'est pour ça que là, je me dois d'essayer de prendre soin de ma santé et d'accélérer la cadence. Ces blessures, tu penses, c'était dû à quoi? C'était surentraînement, entraînement trop dur ou enfin il y a des t'avais identifié pourquoi tu t'es blessé comme ça ou Alors les ligaments croisés, après c'est une blessure qui peut arriver dans tous les sports, même au foot, un mauvais choc, un tacle. Moi voilà, c'était sur une phase de lutte. Et je sais qu'en lutte, il y en a beaucoup qui se sortent les épaules, ou qui se font opérer des épaules, ou qui se font les ligaments croisés, tu vois. Et moi c'était sur une phase de lutte. Et la lutte, c'est là où vraiment je me fais le plus mal. Les chevilles qui tournent. La dernière blessure de Benoît, c'était il a dû annuler son combat, c'était en faisant de la lutte. Donc c'est un sport très traumatisant pour les articulations. Et par contre, non, la pubalgie, c'est à cause de... Parce que j'aime bien le foot, comme je te disais. C'est à cause des soccer que je fais avec mes potes. À force, ça a tiré sur l'adducteur et jusqu'au jour où j'arrivais plus à marcher. T'as une seule défaite en pro. Tu peux nous parler de cette défaite? C'était il y a un bout de temps quand même, ça remonte. Hein. Mai 2015 normalement. Le 9 mai, c'est ça? Ouais. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire. Après, on aurait aimé être invaincu, mais est-ce que je serais invaincu aujourd'hui si j'aurais pas perdu enfin invaincu dans le sens j'aurais plus perdu depuis? Je pense pas, parce que cette défaite, elle m'a vraiment éduqué, parce que j'ai perdu par soumission. Elle m'a vraiment éduqué sur l'aspect expérience, stratégie, et j'ai bossé mon sol comme un affamé. Donc j'ai bossé mon sol. Et les combats d'après, c'est moi qui ai réussi à gagner par soumission. Et maintenant, voilà, j'ai vraiment progressé dans ce domaine-là. Donc je pense qu'elle m'a fait du bien quand même en termes d'apprentissage. Elle m'a vraiment fait du bien, cette défaite. C'était un triangle, ouais, comme un warning en fait. C'est ça, exactement, un warning. Donc même à l'entraînement, des fois quand je suis pris dans cette position et tout, je me dis j'ai pas le droit de taper, parce que après c'est personnel maintenant, cette soumission. Voilà, il faut plus que ça arrive. T'es quelqu'un d'orgueilleux, tu dirais, ou pas? Dans la vie ou dans le sport? En général. Non, pas, non, en général non. Après dans la cage, il faut être orgueilleux par contre. Et quel est le combat dont tu restes le plus fier? Le plus fier, je te dirais, il y en a deux. J'hésite entre mon combat en Angleterre contre Daniel Ortega ou en Biélorussie, chez un Biélorusse. J'hésite entre les deux, parce qu'en fait, les deux, pourquoi je te dis j'hésite? Parce que les deux, j'étais vraiment à l'extérieur. En Angleterre. En terrain hostile, tu veux dire? Exactement. En Biélorussie, j'étais chez lui, il y avait vraiment tout pour lui, les médias pour lui. On essayait vraiment de me mettre la pression. Ouais, tu vas prendre un mec difficile, tu vois. Alors qu'en moi, les mecs, ils sont un peu impartials, tu vois. Les photographes et tout, ils me disaient des trucs comme ça, tu vois. Ah, il y avait un jeu psychologique. Psychologique, ouais. Je l'ai ressenti, mais au contraire, ça m'a rendu plus fort. Parce que moi, j'aime bien comme ça quand je suis face au monde. Mais après aussi en Angleterre, parce que pareil, on a essayé de nous mettre dans des conditions vraiment difficiles. Je me rappelle, j'étais avec un pote à moi qui m'avait accompagné, c'était difficile, on n'avait pas nos affaires, on n'avait pas mangé, je crois, alors qu'on est arrivé, on n'avait pas mangé, je crois, avant le soir. Enfin bref, ils nous avaient fait vraiment des petits coups de crasse, parce que je combattais contre l'entraîneur de jiu-jitsu de la salle à cette époque-là. Donc il voulait à tout prix qu'il gagne, tu vois. Donc j'hésite entre ces deux combats, mais je suis fier parce que j'ai réussi à gagner les deux, c'était à la décision, en terrain hostile, donc je suis fier. Il y avait une guerre avant la guerre. Exactement, ouais. Par exemple, le gars en Angleterre, il m'identifiait sur les réseaux, je vais te tuer, je vais te faire ci, je vais te faire ça, tu vois. Donc bon, après, je répondais pas, moi je suis jamais rentré dans ce jeu-là. Mais du coup, tu sais, tu te dis, voilà, faut que tu fasses plaisir, faut que tu gagnes, quoi. Comment tu as trouvé la Londres, cette UFC?
comment tu as trouvé? Moi, il y a un truc qui m'a surpris, ouais, c'est qu'il y avait, j'ai regardé les chiffres, il y a 15 000 personnes, donc ils n'ont pas fait salle comble, c'est 20 000. Bon, c'était bien rempli, il y a une ambiance et tout, rien à dire. Mais je pensais que ouais, ça serait comble, tu vois, et Aspinal, pour moi, c'est le futur des lourds. Ouais. Enfin, le futur et l'actuel même. Ouais, c'est vrai qu'il est. C'est plus qu'une question de temps pour moi pour la ceinture. Hein, je suis d'accord. Voilà. Et comment tu trouves les Anglais par rapport justement au MMA, par rapport au combat? Tu as pu voir un petit peu, tu as déjà combattu donc en Angleterre par rapport à la France justement. Après, c'est un public qui est très sport. Et ils sont respectueux des athlètes. Donc même s'ils ont sifflé un peu hier, après avoir les respectés, ils ont applaudi. C'est un autre public, les Anglais. Ils sont comme on peut voir dans le foot. Ils mettent vraiment l'ambiance, ils aiment le sport. Donc c'est des personnes qui vivent sport. Donc public anglais, j'aime bien. Après, ils ont fait 15 000 et à mon avis, il y aurait eu Paddy Pimblett sur la carte. Ils auraient fait ça le comble, je pense. Ils auraient fait leurs 20 000 et là, par contre, ça aurait été une autre ambiance. Quand il est là, il leur manquait vraiment cette touche Pimblett hier pour faire ça le comble, je pense. Qu'est-ce que tu penses justement de Pimblett, toi? Moi, Pimblett, je te mens pas, j'aimerais bien qu'il affronte Fares. Parce que c'est un match-up très intéressant pour Fares. Et en plus, il a une bonne hype. Et comme je dis souvent à Fares, c'est vraiment un combat où j'ai toujours cette pression avant qu'il combat et tout. Mais là, je l'aurais aussi. Mais stratégiquement parlant, ça ne m'inquiéterait pas vraiment que Fares il affronte Pimblett. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'il affronte Fares, vraiment. C'est outre son sol, évidemment, mais tu penses que c'est quoi sa grosse force, Paddy? Comme tu as dit, franchement, c'est son sol parce que sa boxe, après, je te compare à Fares, elle ne m'inquiète pas du tout. En lutte, comme on peut voir, Fares, sur ses 2 derniers combats, ils ont vraiment essayé de l'emmener au sol à chaque fois, que ce soit Figlac à Paris ou Herbert hier, ils ne sont pas arrivés. Il a 100% de défense de takedown sur ses 2 derniers combats, ce qui était avant sa faiblesse. Et c'est pour ça que je sais que Pimblett, il ne l'emmènera pas au sol, parce que ce n'est pas un lutteur, Pimblett. Si on regarde bien ses combats, il boxe, il colle, mais souvent c'est les mecs qui l'emmènent au sol et lui se laisse un peu emmener, vu que ce qu'il veut, lui, c'est finir soit sur le dos, soit sur le gars au sol. Lui, il s'en fout. Parce qu'il est très très fort au sol, ça c'est vrai. Donc moi, je sais que Fares, s'il le boxe et qu'il a une bonne défense de lutte, ça peut passer. Il est très... C'est un gros 70 par contre, Pimblett. On l'a vu là, à l'hôtel, là, il était là. Ouais. Et c'est vrai qu'il a des bonnes joues. Il a des bonnes joues, il mange bien. Et c'est vrai qu'il est... Après, il n'est pas grand comparé à Fares. Fares, il est vraiment plus grand que lui, donc c'est un peu normal qu'il soit un peu costaud. Mais il est quand même sacrément costaud pour sa catégorie. Enfin, costaud, il mange bien, quoi. C'est un vrai British. Oui, il n'y a pas que la bouffe, je pense aussi. Ouais, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui manque à la France, tu penses, toi encore, parce que 3 ans que c'est légalisé en France, et on n'a pas forcément, même si ça remplit, l'UFC, Bellator remplissent à bloc, mais ça n'a pas pris. Hier, j'ai fait la remarque là en conférence de presse, parce que je trouve ça, tu vois, c'est injuste, quoi. On a attendu super longtemps, et il y a des combattants comme vous qui méritent, qui travaillent dans l'ombre depuis des années, et ils se déplacent pas, quoi. Ils bougent pas leur cul pour traverser la Manche. Et pour moi, c'est inqualifiable. Est-ce que pour toi, c'est vraiment lié à la presse qui fait pas son taf, ou c'est aussi des gens qui, je sais pas, qui ont pas envie plus que ça pour l'instant? Le combat, c'est pas encore rentré dans leurs habitudes. Déjà, je vais dire merci à toi, Gong, d'être venu jusqu'ici à Londres. Je t'en prie. Venu de Paris jusqu'à Londres. Et c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait plus de médias présents hier. Attention, je ne parle pas que les médias n'ont pas parlé de son combat, ils en ont parlé. Mais présents physiquement hier à la conférence de presse, c'est vrai que ça aurait été mieux. Après, s'ils n'ont pas envie, ils ont certainement leurs raisons. On ne peut pas tout savoir, mais c'est vrai qu'il faut donner de la lumière à tout le monde. Parce que Fares, aujourd'hui, il est à l'UFC. On sait tous que c'est très dur d'y entrer. Il est dans la catégorie la plus relevée de l'UFC, les 70 kilos, qui est la plus relevée depuis des années.
Donc ça mérite quand même plus d'intéressement que ça quand même, moi je trouve. Donc après, j'espère qu'ils le feront. Là, il est sur 2 victoires d'affilée. Des belles victoires où vraiment il gagne ses adversaires. Il n'y a pas de décision litigieuse ou quoi. Donc c'est vrai qu'on aimerait un peu plus d'intéressement de ce côté-là des médias. Donc après, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ce sera un jour quand il fera quand il sera peut-être dans le top 15, il fera peut-être des co-main events, etc., etc. Peut-être qu'ils viendront. Je sais pas. En tout cas, on espère. Non, non, mais ils viendront plus, c'est sûr. Ils pourront pas venir moins. Et toi, sur quoi t'aimes bien tout travailler, tout bosser? Qu'est-ce que tu préfères et que tu détestes à l'entraînement? Franchement, j'aime tout faire. Franchement, même si je viens du pied-point, j'aime quand on lutte, j'aime quand on fait du sol, j'aime tout en fait. Et heureusement, j'aime pratiquer le MMA. Donc j'ai envie de te dire, après que j'aime ou j'aime pas, j'aurais été obligé de pratiquer le sol par exemple, admettons. Mais ça va que j'aime bien faire du grappling, de la lutte, de la prépa physique, de la course, de la boxe, j'aime tout faire. Donc je fais tout. Quand on regarde tes combats, on voit pas forcément ton background de pied-point. Tu es plus proche de Benoît peut-être pour Je vois ce que tu veux dire, de ce côté-là, ouais. En fait, ouais, Tu avais déjà ce style-là en pied-point ou c'est l'adaptation? Ouais, c'est ça. En fait, après, il faut s'adapter au MMA parce qu'on peut pas. Oui, il faut préserver la santé aussi. On peut pas faire tout le temps des guerres parce que la santé, on la laisse après au fil des années. Mais ouais, après moi, quand le combat commence, vraiment, je reste debout. Et en général, quand on lutte, c'est vraiment qu'on en est venu dans un échange, à s'accrocher ou quoi, ou que vraiment le mec il vient m'attaquer en lutte, et là du coup bah, on lutte, après ça finit au sol. Mais moi vraiment de base, c'est vraiment le striking. Mais striking dur, j'aime bien, voilà, garder le centre, montrer que la cage c'est à moi, que voilà, j'aime bien cadrer, j'aime bien être agressif de ce côté-là, tu vois. C'est ça, on en parlait juste avant avec Fares. Et justement, il voulait, lui son taf c'était de devenir plus agressif. Ouais. Petit à petit, il va y arriver parce que là, il a son 2e contrat, il commence avec 2 victoires. Donc franchement, moi je m'inquiète pas, il a que 26 ans. Il a que 26 ans, quand on voit que les gens de sa caté, ils ont 30, 32. Il a que 26 ans, c'est son 6e combat à l'UFC déjà. Donc franchement, je m'inquiète pas pour ça, il a le temps de prendre en maturité de ce côté-là. Alors toi, ta caté, tu l'as regardé de près. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là? Elle est très dure aussi. Franchement, j'ai regardé, surtout quand on regarde, parce qu'on s'intéresse tous au top 15, il est incroyable. Il y a des noms dedans qui font froid dans le dos et c'est ça qu'on veut. Donc non, la KT, elle est bien fournie. Mais voilà, après, avant d'arriver au top 15, faut déjà y entrer, gagner ce premier combat, gagner le suivant, et petit à petit arriver au top 15, top 10, et voilà, on va voir. Là, ton combat, bah, tu peux nous le teaser, tu peux nous le présenter? Ouais, c'est ça, je combats donc à Paris, à la Hotel Arena, le 2 septembre, contre Kaolan Lugran, si je n'ai pas écorché son nom, donc champion du Cage Warrior à 61 kg, qui a été sacré champion au mois de mai. Donc voilà, il est invaincu, il a un style de striker comme moi. Donc je pense que ça va faire un très beau combat pour le public. C'est un peu un duel brève contre Cage Warriors, en fait, c'est un peu ça. Qui sont 2 voies d'entrée royale à l'UFC. Ouais, c'est ça, c'est un peu ce duel-là, c'est vrai. En plus, il est invaincu, donc voilà, il aura à cœur de rester invaincu et moi, j'aurai à cœur de lui donner sa première défaite. Les organisations françaises, tu les vois un peu, tu suis un peu l'actualité et tout. Qu'est-ce que tu as comme... Il y a des compatriotes que tu suis un peu, des combattants français? Exactement, c'est ça. J'ai beaucoup de potes qui combattent dans des organisations françaises, que ce soit MMA-GP, que ce soit la RES, que ce soit l'Hexagone, tu vois. Là, je te parle vraiment des organisations les plus fortes en France. Donc non, je les suis et au contraire, il faut suivre parce qu'il faut s'intéresser au MMA français, il ne faut pas regarder que l'UFC, le Bellator, tout ça. Il faut donner de la force aussi à ces organisations-là parce que c'est ces organisations-là qui permettent de plus tard aller dans les grosses organisations. Donc non, je les suis, en plus c'est retransmis à la télé. Donc non,
franchement, et j'aime bien, tu vois. Franchement, on voit qu'il y a du progrès. Ils font un effort médiatique, les organisations, ils font un effort surtout. Ils essaient de se rapprocher au mieux de l'UFC, par exemple, en termes de gestion, tout ça. Donc, c'est très, très bien. Alors Fares, lui, il est apiculteur. Toi, c'est quoi ton pouvoir spécial? Alors, franchement, j'en ai pas. J'aime bien le foot, je joue au foot, mais non, sinon, moi, je suis pas apiculteur comme lui. Après, son miel, il est très, très bon. Sur ça, il n'y a rien à dire. Mais non, moi, franchement, à part manger, j'aime bien manger des tacos, par contre. Et voilà, c'est tout. Comment tu planifies, tu vois, ton entraînement, toi? En général, vu que je suis à 2 entraînements par jour, c'est 1 heure, 1 heure et demie le matin, 1 heure, 1 heure et demie le soir. Avec un entraînement dur et un entraînement plus souple le soir, ou l'inverse, ça dépend de ce que j'ai fait. Mais parce qu'en fait, ça c'est au fil des années, j'ai compris que s'entraîner longtemps et dur, ça servait à rien. Et qu'au final, on se blessait plus qu'autre chose. C'est ce qui m'arrivait beaucoup, je me blessais beaucoup. Et en fait, c'est en allant aussi à l'étranger, je suis allé aux États-Unis avec Fares m'entraîner à Sanford MMA. Et franchement, j'ai vu qu'en fait, on était loin de ce côté-là de la vérité en fait. Parce qu'ils s'entraînent 1 heure, échauffement compris, mais c'est productif. Eux, ils sont dans le qualitatif, nous, on est trop dans le quantitatif. Et c'est notre erreur en France, pour l'instant, je trouve aujourd'hui. Enfin, du moins, je vais parler de moi, parce que je n'ai pas fait toutes les salles de France. Mais c'était mon erreur que j'ai su corriger, et en vrai, c'est mieux. Comme ça, je suis vraiment productif dans mes 2 entraînements. J'ai vraiment du temps pour récupérer entre mes 2 entraînements. Donc voilà, ce que je te disais tout à l'heure, il faut s'entraîner dur, mais intelligemment. Est-ce que tu as fait un combat rêvé? On a parlé des combats dont tu étais le plus fier tout à l'heure, mais il y a un combat idéal, genre tout s'est passé comme tu le voulais, t'es sur un nuage. Franchement, ouais, mon avant-dernier combat, parce que le mec en face, c'est un vétéran du M1, grosse organisation russe, qui avait 5 défaites et 10 victoires, mais ces 5 défaites, c'était que à la décision, dont 2 défaites contre des gars de l'UFC, qui sont à l'UFC. Et je me dis, ils n'ont pas réussi à le finir. Et moi, je te dis la vérité, avant le combat, parce que moi, je gagnais beaucoup à la décision avant ce combat, et lui, il perdait beaucoup à la décision. Donc je me disais, bah, je vais gagner à la décision. Et au final, non, je l'ai gagné par TKO au 2e round. C'était sa première défaite avant la limite. Et je pense d'ailleurs que cette victoire, elle m'a fait du bien déjà pour moi personnellement. Et pour l'avenir, en fait, vraiment, j'ai senti qu'après ce combat, on a beaucoup parlé de moi. J'ai eu vraiment beaucoup de contacts et tout sur les réseaux sociaux et tout. Elle m'a vraiment poussé cette victoire. Comment après des combats, tu analyses, tu es du genre à regarder beaucoup tes combats pour les analyser, pour te dire ça c'est une erreur, il faudrait que je corrige ça, il faudrait que je travaille plus. Tu es du genre comme ça ou pas? Ouais, je regarde mes erreurs et moi ce que je fais c'est que mes victoires, j'apprends encore plus que dans la défaite que j'ai faite. Parce que dans mes victoires, je suis encore plus exigeant avec moi-même. Ça veut dire que même si j'ai gagné, j'ai fait ça, c'était bien, en boxe c'était bien, en lutte c'était bien. Bah ouais, mais là j'aurais dû faire ça, là j'aurais dû faire ça, là j'aurais dû faire ça au sol. Je sais pas, par exemple, pour prendre ma position encore plus confortablement. Là en boxe, si j'aurais fait juste ça, bah ouais, j'aurais pu cadrer, j'aurais pu faire mal. Donc, moi, de mes victoires, elles m'aident vraiment encore plus à progresser. Et le but, c'est que chaque combat, je fasse mieux que le précédent. Et est-ce que quand tu regardes ta catégorie, par exemple, bah, tu vois tous les mecs comme des concurrents potentiels. Ouais. Donc tu peux pas apprécier leur combat comme si tu étais juste spectateur, en fait, quelque part, non? Ben, en fait, c'est ça le problème. Enfin, le problème. Je suis pas encore à son niveau, par exemple, et je vais te parler de lui. Peter Yan, ancien champion de l'UFC, à 61 dans ma caté, qui est ancien champion de l'ACB. J'aime beaucoup son style. Parce qu'il est un peu, entre guillemets, comme moi, il a une garde hermétique, il tape dur, il a vraiment du punch, lui. Et du coup, j'aime beaucoup son style. Mais je me dis, bon, bah là, si un jour je suis amené à l'affronter, voilà, faut pas que j'ai les étoiles plein les yeux, que je le respecte ou quoi. Par contre, c'est ou lui ou moi, donc pas de cadeau après. Sinon, c'était le combattant. Mais j'apprécie ses combats, malgré tout. C'est ça. Et les autres, est-ce qu'il y a des combattants voilà, dans la KT justement que tu trouves intéressants comme ça, tu te dirais ça matcherait bien, tu te poses la question stratégique, comment il faudrait que j'aborde le combat? Après, je te mens pas que je connais vraiment le top 15
Mais tout ce qu'il y a avant, non, je connais pas trop. Mais justement, là, comme vu que je viens d'y entrer, je vais devoir me pencher là-dessus. Parce qu'en fait, vu que j'étais pas à l'UFC, bon, bah, je regarde vraiment ce qui m'intéresse, les meilleurs et tout. Mais là, je vais d'abord devoir regarder le fond du seau avant de regarder en haut. Donc, ouais, là, faut vraiment que je me penche là-dessus. Bah, déjà, il y a mon premier adversaire en septembre. Et après, on va voir ce que l'UFC me proposera et on va se pencher là-dessus. D'accord. Tu veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Exactement. Ouais. Bah, il y a O'Malley dans la Sean O'Malley, ouais. dans la KT. Est-ce que pour toi il est surcoté? Non, il est bon, il est bon. Franchement, il est bon. On se rend pas compte parce que, tu sais, bon, il a son style à lui, il a son corps, il a sa posture, elle est pas académique. Il a sa coupe de cheveux, il change tout le temps de couleur et tout. Mais la vérité, il est très très fort. Hein. C'est comme, il me fait penser un peu à Cory Sandhagen qui va combattre là en août. Tu sais, ils sont là, ils payent pas de mine en fait, mais ils sont super forts. Ce qu'ils font, ils le font bien. Ils ont un style qui est chiant à lire, qui est difficile à lire. Ils sont très intelligents quand ils combattent. Ils ont des belles transitions, lutte, sol, boxe. Donc non, il n'est pas surcoté. Après voilà, là je crois qu'il va combattre contre Sterling, je crois, le champion. Le combat devait se faire, mais je sais plus si je crois qu'il y a des. Il y avait C'est judo, je sais qu'il a call-out Dvalishvili. Mais si, je crois que c'est Sterling O'Malley. Ouais, c'est ça. Et après, Sterling qui monterait normalement 66 kilos pour affronter Volka, mais dans le meilleur des mondes. Mais non, s'il est là contre Sterling, ce qu'il le mérite. Après, moi, personnellement, contre Peter Yan, je le voyais perdre son combat. Je lui donnais, je crois, le deuxième, ou je sais plus quel round. Je sais qu'il gagnait un round quand même. Mais je le voyais perdre sinon le combat. Bon, ils l'ont donné gagnant. Mais voilà. Il est pas, pour arriver à ce niveau-là, être dans le top 5 déjà de l'UFC, on n'y arrive pas par hasard. Oui, c'est pas usurpé déjà. Même s'ils le mettent un peu en avant. Exactement, ouais, parce qu'après, les vendeurs, son style, il a sa Lamborghini orange, c'est un américain. Ouais, il est vendeur quand même. Il est vendeur, ses lunettes et tout, il vient la peser. Franchement, il est vendeur. Et nous, on sait que l'UFC, c'est ce qu'ils aiment. Ils préfèrent un mec vendeur, mais qui perd, qui gagne, qui perd, qui gagne à chaque fois, qu'un mec qui vend rien, qui fait pas de trash talking, mais qui gagne. Peter Yan, justement. Voilà. Peter Yan, il a vraiment. Et encore, lui, ça va, il trash talk quand même, il parle, parce qu'il n'a pas froid aux yeux. Mais Peter Yan, voilà, lui, il a dû vraiment prouver dans la cage. Il a écrasé tout le monde et il est arrivé jusqu'à la ceinture. Là, il y a le combat de Ngannou, justement, pour passer au poids lourd, parce qu'il y a Spinal qui combattait aussi. Et Ngannou, justement, il est passé en boxe anglaise. Il s'est barré du UFC. Tu comprends son choix, toi, ou pas? Ou est-ce que tu trouves ça dommage qu'il quitte la KT, parce que c'est vrai que les lourds, là, deviennent intéressants? En fait, j'aurais aimé, et je pense qu'on aurait tous aimé, un combat contre John Jones. Et après, la vérité, s'il serait parti, bon, on l'en aurait pas voulu. Ça y est, qu'il gagne ou qu'il perde contre John Jones, on aurait voulu voir ce combat quand même. Parce que c'est vraiment le GOAT contre l'homme le plus fort du monde, quoi. Après, je le comprends d'un côté aussi parce que financièrement, il va toucher, je crois qu'il disait 15 fois plus, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus combien ils ont chiffré ce qu'il allait toucher comparé à son dernier combat à l'UFC. Et il a 36 ans, je crois, Ngannou. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je crois. 36 ans, franchement, on dit, bon, tu vas faire une préparation, mais tu dois juste t'entraîner en boxe anglaise. Tu n'as pas besoin de faire de lutte, tu n'as pas besoin de faire de grappling, pas besoin de mettre les protèges tibia pour faire du pied-point. Et vas-y, tu vas prendre, je sais pas, 10-15 millions, je le comprends. Franchement, je le comprends, moi, de ce côté-là. Il a eu la ceinture de l'UFC en plus, donc il n'est pas parti en tant que non-champion, il est parti en tant que champion. Non, moi, je peux le comprendre, Mais on aurait voulu le voir contre John Jones. C'est juste ce petit goût amer qui reste de Ngannou. Le plus grand plaisir de ta vie, c'est quoi? Rendre fier ma famille. Ta plus grande peur? Bah ouais, décevoir ma famille aussi, mes proches. Et le premier souvenir de ta vie? Le premier souvenir de ma vie? Ouais. Oula. Si tu rembobines. Ah ouais, là, je rembobine, là, je suis arrivé à la maternelle. Ouais, maternelle, je crois que j'ai un petit souvenir quand on était dans la cour de récré avec les petits vélos, là. On avait tous des vélos, là. Et ouais, je crois que j'en avais plus, j'avais demandé à un collègue de m'en prêter un, mais après c'était vraiment, c'est vague hein, comme souvenir. Mais je crois là, je suis remonté le plus loin possible et c'était celui-là. Là. Ouais. Et ton premier souvenir de bagarre? C'était en Algérie. Là, tu m'as dit ça, j'ai pensé là-bas, je m'étais battu avec un gars, je crois que j'avais 10 ans, je crois.
Ouais, c'est ça. Donc une bagarre de chiffonnier ou Ouais, bah oui, regarde. Regarde, on tape, on tape, on tape. Après, il y en a un qui pleure, il a perdu. Et c'est bon. Et je crois que non, on n'a pas parlé. Ta première rencontre de Fares. Ouais, ma première rencontre, eh ben, c'était à la Team Esbiri. En fait, il y avait entraînement de boxe thaï de 18h à 20h à peu près. 20h à 22h, c'était grappling jiu-jitsu brésilien. Et lui, il avait débarqué. Moi, j'avais mon short de l'Algérie à l'époque. Et lui, il avait, je crois, son short, je crois que c'était un Venom, si je dis pas de bêtises. Un Venom jaune et noir et un peu vert. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. Et en fait, on avait tourné ensemble en grappling. On avait fait un bon round et tout, papapam. Et à la fin, il m'a dit, ouais, en plus, t'es un Algérien comme moi et tout, machin. On s'était checké. Et c'est depuis ce jour-là que bah, ça y est, on s'est entraîné tous les jours ensemble. Le courant est passé direct. Ouais, direct, ouais, bah, parce qu'il est gentil. Il est gentil, moi je suis gentil. Et après, c'est de là on a commencé à s'entraîner ensemble, à voyager ensemble. Il m'accompagnait, je l'accompagnais. Mais vraiment, ça, quand je te dis ça, ça remonte à. On avait 0 combat en MMA. Notre Sherdog, il était vierge. D'accord. Vous avez grandi ensemble dans le sport en fait. Dans le MMA, ouais. Parce qu'après, il a commencé, je crois, à 12 ans, si je dis pas de bêtises. Ou un peu après, peut-être 12 ou 14, je sais plus. En tout cas, il a commencé jeune les sports de combat. Donc, après en MMA, ouais, par contre, on a vraiment commencé ensemble. Et les trucs que tu détestes faire à l'entraînement? Non, non, comme je te disais, j'aime tout faire. Franchement, j'aime tout faire. Allez, je vais te donner un petit point de. Quand j'y vais, j'ai la boule au ventre, c'est la piste. Parce que franchement, c'est super dur. Quand tu vois la piste, elle est interminable. Le tour de piste, il est interminable. Et un chronomètre, c'est-à-dire on ne peut pas tricher. Hein. Le chronomètre, on ne va pas l'arrêter. Une fois qu'il est lancé, tu ne peux pas tricher. C'est pas comme en sparring, des fois tu peux récupérer, tu peux bluffer, tu peux. Non, là, ouais, c'est la piste. J'aime bien par contre, j'aime bien y aller. On va dire c'est ce que je redoute le plus. T'aimes bien y aller, mais t'es pressé de partir. Ah ouais, non, Big Jam, il y va pas de main morte sur les programmes de piste. Et alors pour finir là-dessus, la pire qualité de Fares et son meilleur défaut. Ça se rejoint en fait sa pire qualité, mais c'est à la fois un défaut. Et au jour d'aujourd'hui, c'est triste de dire que cette qualité de base, c'est un défaut, c'est qu'il est trop gentil. Trop gentil, et comme il est déjà dans la vie. Mais c'est bien en fait. Mais des fois, c'est trop. Et ça joue contre lui. Et du coup, même dans la cage, tu vois, ça se reflète. Parce que je sais que s'il y a le Fares de l'entraînement qui monte dans la cage, c'est pas le même. C'est vraiment pas le même. Donc, il est moins gentil avec vous en fait à l'entraînement, c'est ça? Ouais, pas forcément avec nous, même avec les autres. Mais ouais, par contre, ouais, il est vraiment, vraiment agressif. Il fait mal, tu vois. Donc, je sais que si j'arrive à voir ce Fares-là dans la cage, ouais, je serais vraiment, vraiment pas inquiet parce que je sais que ça va faire très, très mal. Et là, les gens, ils demandent des finishes, bah là, il y en aura, là. On sera servi, là. Lui, il avait dit que tu parlerais de son retard. Ça, c'est l'anecdote. Eh ben, ouais, s'il parle du retard, c'était à l'UFC, c'est ça, dans l'Arizona? Ah, je sais pas, bah vas-y, ouais. Non, en fait, non. Il y a 2 retards. Il y a le premier retard de son défaut. C'est vrai que si on parle de son défaut, on ne parle pas d'anecdote. Anecdote, c'est autre chose. Par contre, ouais, son défaut, il est tout le temps en retard. Il est tout le temps en retard. Je ne sais pas comment il fait. Il se lève à l'heure. Mais tellement il se dit qu'il est en avance, il ferme les yeux 5 minutes, il prend son café tranquille et il arrive en retard. Alors que de base, il est même levé avant toi. Mais de partout, hein, il peut avoir rendez-vous. Même là, on arrive à être en retard des fois avec l'UFC, tu vois. On lui dit, ouais, you are late, tout le temps vous êtes en retard, on vous attend. Mais déjà, même à l'époque, on avait combattu en Ukraine. Et Vladimir Shemarov, il s'appelait le matchmaker d'organisation. On arrive, on sort, on arrive dans le bus, il dit You are the last. Et cette phrase, elle est restée, tu vois. Mais c'est vrai qu'on nous attend tout le temps, on est tout le temps en retard. Et si tu restes avec lui, t'es en retard. Même quand il avait un vol. Hein. Je sais que bah là, je vais te dire une chose, quand on est venu mardi à la Fight Week, donc il faut être en moyenne 2 heures avant l'aéroport. En plus, l'aéroport, il était rempli ce jour-là, pour aller donc à Londres. À 5h40, donc moi je suis arrivé, parce que l'avion, il était à 7h40. Il a débarqué à 6h30. Comme ça, avec sa valise, grand sourire, coucou. Et moi, je faisais la queue, je le regardais comme ça.
Et il me dit qu'il s'est levé. Il m'a dit, ouais, je me suis levé, j'étais en retard, mais j'ai quand même fait 2 pots de miel. Il a son miel avec ses abeilles. Il a quand même fait 2 pots de miel, tu sais, avec sa machine, là, boum, et il les a ramenés ici. Ouais, non, il est no stress. Et l'Arizona, alors tu disais, c'était quoi? L'anecdote, alors c'était pas prévu, mais au moins tu auras une anecdote. En fait, Fares, on partait pour combattre le jour du combat. Et du coup, tu sais, t'as le bus qui vient te chercher devant l'hôtel. Et sauf que Fares il dit, attends, je vais aux toilettes vite fait. Et moi, je plonge mon nez, donc on attend pas loin de la porte avec mes collègues. Et je plonge mon nez sur le téléphone et je parle. Sauf qu'en vrai, lui, mais moi, je ne l'ai pas vu passer. La porte a été fermée. Et il est repassé devant moi, il est monté dans le bus. Mais moi, je pensais qu'il était encore au WC. Ça fait j'attends. Et je vois le mec du bus, il vient et tout, machin. Et je dis, oh, attendez, parce que je vois le bus, il commence à fermer la porte. Je dis, attendez, il y a un combattant dans les toilettes. Oh non, il est parti, il a arrêté le bus. On a les toilettes, après la porte a été fermée. Et au final, c'est Fares qui a eu l'intelligence de dire à mes collègues, ouais, il est où Yanis? Et eux, ils l'ont dit, ouais, il est devant, dans le bus. Mais en vrai, je n'étais pas devant, moi. Il a dit, non, il n'est pas devant. C'est lui alors qu'il combattait. C'est normal, il est dans son combat, il est focus. Il met ses écouteurs, il regarde par la fenêtre et voilà. C'est lui qui a eu l'intelligence de... il est venu, bam, il a couru, il est venu me récupérer. Il m'a dit, mais tu fais quoi, on t'attend et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Parce que moi, j'ai pas compris comment il est passé. En fait, quand j'ai regardé sur mon téléphone, je parlais. Il était repassé devant moi, le bus, il a failli partir sans moi en fait. Et bon, tu fais ça à l'UFC, c'est pas... C'est pour ça qu'on parle de l'histoire du bus, on en rigole souvent. Maintenant, on en rigole. Et ok, écoute, c'est parfait, on a fait le tour. Hein. On va te souhaiter le meilleur combat du monde en septembre, la meilleure prépa. Merci beaucoup. Parce que là, t'étais... là, on est le combien? Oui, il reste... 5 semaines, ouais. Ouais, 5 semaines. 5 semaines avant le combat. Ouais. Donc, t'en es où? Parce qu'en fait, t'étais sur un début de prépa. Ouais, je m'entraînais un peu. Là, en fait, j'ai eu un petit bobo après mon dernier combat, que je traîne encore. Mais du coup, ouais, je m'entraînais déjà. Après, là, je me suis quand même entraîné ici à Londres, mais qu'une fois par jour, je ne pouvais pas m'entraîner 2 fois. Donc, dès que Fares s'entraînait, on faisait avec lui. Et après, moi, je continuais de mon côté. Je finissais mon entraînement. Donc là, dès que je rentre, ça y est, je rattaque dur. Et du coup, tu vas changer un peu la prépa. Qu'est-ce que ça va... Non, je vais comme d'habitude, mes 2 entraînements par jour, avec mes jours où j'ai ma récupération, faire mes petits soins. D'ailleurs, un gros clin d'œil à Cryo Advance, qui est mon nouveau sponsor partenaire donc sur la partie récupération. Et je vais foncer chez lui pour bien récupérer entre mes entraînements et soigner un peu les inflammations que j'ai un peu partout. D'accord. Mais le changement d'adversaire ne va pas interférer sur la prépa? De base au Brave, je devais prendre un mec invaincu aussi, qui a un style agressif comme celui-là. Après, plus petit en taille. Ce qui change juste là, c'est vraiment la taille physique du gars. Sinon, c'est le même style, striker. Okay. C'est parfait. Nickel. Je te remercie. Merci à toi, Gong. Encore, voilà. Belle rencontre sur Londres. Exactement. Et puis à très bientôt alors. Merci à toi, merci à vous de nous écouter et donner de la force aux combattants français. Et il faut donner de la force aux médias aussi, Gong qui est venu jusqu'ici à Londres. Donc c'est un honneur pour nous et on vous souhaite que le bien. Et venez nous supporter le 2 septembre à la Hotel Arena. Super, merci. Merci à toi. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats.